Donc, dans ma situation, j'ai 3 plans inclinés, mais la particularité, c'est que la hauteur est la même tout le temps. Donc, ce qui change, c'est l'inclinaison du plan incliné. Si on calcule le travail exercé sur la masse par la force gravitationnelle, donc dans les 3 situations, donc il suffit de faire le produit scalaire entre la force gravitationnelle et le déplacement ΔS. Mais on sait que pour n'importe quelle situation, le produit scalaire se calcule comme la norme de Fg fois la norme du déplacement fois le cosinus de l'angle. Mais on sait ici que ΔS cos de phi correspond à la hauteur du plan incliné. Puis ça, c'est vrai dans n'importe quelle des 3 situations. Si je fais cosinus de phi fois l'hypoténuse, je vais toujours retrouver la hauteur. Donc, si je prends la hauteur, bien ici, étant donné que YI est plus grand que YF, la hauteur se calcule comme, entre parenthèses, YI moins YF. Puis là, je le fais pour un plan incliné, mais je pourrais le faire pour n'importe quelle situation qui utilise la gravité. À chaque fois que je calcule le travail de la gravité sur une masse, j'en reviens toujours à la même conclusion, c'est que ce travail-là dépend seulement des positions initiales et finales en Y. C'est toujours mgyi moins mgyf. Donc, quand on a un système qui est constitué d'une masse et d'une force gravitationnelle, bien, au lieu de considérer seulement la masse, on peut considérer le système masse et force gravitationnelle et définir une quantité qui s'appelle l'énergie potentielle. Puis dans ce cas-ci, dans le cas spécifique de la gravité, l'énergie potentielle, U majuscule, est définie comme mgy. Donc, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle à la surface de la Terre. Ce qui veut dire que le travail de la gravité peut toujours s'écrire comme UI moins UF. Donc, le travail de la force gravitationnelle est égal à moins la variation de l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, si on prend un système qui est composé d'une masse et de la Terre, puis si on se trouve à la surface de la Terre, on peut tout simplement utiliser la formule moins delta UG pour trouver le travail de la force gravitationnelle. Que je nomme YF égale à 0 et YI comme étant H, donc ma référence pourrait être de dire le sol, c'est la référence, c'est Y égale à 0. Mon delta Y, YF moins YI vaut moins H. Je pourrais aussi bien définir que YI c'est 0 et que YF est égal à moins H. L'important, c'est qu'YF soit plus petit que YI. Donc, quand je vais faire YF moins YI, je vais retrouver encore une fois moins H. OK, donc, ici, c'est le principe du point de référence. Le point de référence est arbitraire. Je peux aussi bien prendre YI comme 0 ou YF comme 0. L'important, c'est la différence, c'est la variation. Donc, on vient de comprendre que dans le cas de la gravité, quand on calcule le travail de la gravité, tout ce qui compte, c'est le point initial et le point final en Y. Donc, et toutes les forces qui ont cette caractéristique-là, où le travail dépend seulement des positions initiales et finales, sont des forces qu'on appelle conservatives. Donc, une force conservative a la propriété suivante, c'est une force dont le travail sur un objet ne dépend que des positions initiales et finales de l'objet. Donc, la trajectoire n'a aucune importance. Il y a d'autres forces qui sont conservatives. Une qu'on connaît, c'est la force de rappel, donc pour un ressort. Donc, l'équation était 1 demi kxi carré moins 1 demi kxf carré. Donc, en aucun temps, il est question du nombre d'allers-retours que le ressort va faire. Ça me prend la position initiale et la position finale seulement. Donc, on a la même forme d'équation que pour la gravité. Donc, si on fait comme la gravité, on peut définir un terme d'énergie potentielle pour le ressort, de telle sorte que le travail du ressort peut s'écrire comme URI moins URF, donc. Donc, ça nous donne la relation entre le travail effectué sur la masse par le ressort et la variation d'énergie potentielle du système masse-ressort. Donc, nous, en mécanique, ça s'arrête là pour les forces conservatives. On aura le ressort et ou la gravité. Donc, on parle d'un système masse-ressort ou d'un système masse-terre. On peut avoir un système masse-ressort-terre. On pourrait avoir à la fois un ressort et la force de gravité qui interagissent sur une masse. Donc, on pourrait définir le système masse-ressort-terre. Et au lieu de parler du travail de ces forces-là, on utiliserait plutôt les termes d'énergie potentielle pour illustrer l'énergie dans le système.
Donc là, vous pouvez remarquer que la partie énergie potentielle, quand je définis énergie potentielle, élastique et gravitationnelle, c'est essentiellement ce qu'il y a à savoir de la section 9.3. Donc, on peut faire abstraction de la partie de la formule avec l'intégrale, la page 268. Ce n'est pas important pour l'instant. Donc, ce qui est à retenir, c'est les termes d'énergie potentielle pour le ressort et la gravité. Donc, ici, ça fait un beau lien entre les forces conservatives, donc le travail qui dépend des positions initiales et finales, et le lien avec les énergies potentielles. Donc, le frottement cinétique peut lui aussi effectuer un travail sur une masse. Mais contrairement à la gravité et au ressort, la force de frottement n'est pas conservative. Puis un exemple bien simple de ça, c'est que si on prend une masse qui se déplace du point A au point B sur une table à l'horizontale, et bon, on suppose que du frottement entre la table et la masse, si on déplace la masse de deux façons différentes, donc en ligne droite par exemple, ou disons que le déplacement s'effectue sur deux axes, donc un déplacement en X puis un en Y par après, donc le deuxième déplacement. Bon, on s'arrange ici pour que delta R, donc la grandeur du déplacement du premier trajet, donc delta R ici peut se calculer avec la relation de Pythagore si on relie delta R, delta X et delta Y ensemble. Donc, on pourrait calculer le travail du frottement de deux façons. Donc, si on prend le premier déplacement, la force de frottement dans le premier trajet, bien, on sait qu'elle est toujours opposée au déplacement. Donc, mon déplacement, c'est le sens du vecteur delta R. Ma force de frottement est opposée à ce vecteur-là. Donc, j'ai F delta R, cos 180 entre les deux. Donc, ce qui nous donnerait moins N mu C delta R. Donc, pour le trajet numéro 1, notre force de frottement serait de moins N mu C, puis on aurait la racine de delta X carré plus delta Y carré. Pour le deuxième trajet, donc mon travail se diviserait en deux. J'aurais un travail qui est fait sur l'axe des X et un travail qui se fait sur l'axe des Y, mais dans tous les cas, la force de frottement est opposée au déplacement, donc j'ai toujours un 180 degrés. Comme expression, on aurait moins n mu c et on aurait la somme de delta x et de delta y. Donc finalement, tout ce qui compte ici, ce qu'on remarque, c'est que peu importe le trajet que je vais prendre, le travail de la force de frottement est proportionnel à la distance totale que je vais parcourir. Donc plus la distance est grande, plus le travail est grand. Donc on a ici un travail qui dépend de la distance parcourue, donc ça ne dépend pas des positions initiales et finales. Ça dépend vraiment du trajet utilisé. Donc le frottement, dans ce cas-ci, n'est pas une force conservative.